Bonjour à tous. Bienvenue dans cette formation vidéo sur le stress et la gestion du stress. Je me présente, je suis David Maniz, je suis anthropologue de formation et depuis 2003 je suis instructeur de survie en France et en Europe. Je suis aussi pratiquant d'arts martiaux depuis 25 ou 30 ans. Je pratique la méditation aussi depuis 20-25 ans. Euh, je bosse essentiellement avec des civils, mais aussi un peu avec l'armée et les institutions publiques qui ont besoin de compétences solides pour survivre. Et dans ces compétences, il y a la gestion du stress, il y a la capacité à retrouver ses facultés, capacité à fonctionner en fait avec un stress intense de survie. Euh, Comme qui peut le plus peut le moins, ces mêmes compétences qui servent à retrouver des capacités et à pas perdre complètement les pédales sous stress peuvent complètement être utilisées aussi pour obtenir une bonne qualité de vie en fait. Et donc les mêmes outils sont applicables autant en montagne, en forêt, quand on passe à travers la glace dans le Grand Nord, ou pour gérer une altercation, pour gérer un problème au boulot, pour garder son sang-froid dans un différend familial, pour aussi simplement être serein en fait au quotidien et avoir une très très bonne qualité de vie et pas de stress inutile. Alors, les objectifs de cette formation, eh ben, d'abord comprendre ce qu'est le stress, comprendre comment il fonctionne, comment il s'active, comment il se conditionne, comprendre comment l'utiliser aussi, savoir quand utiliser son stress et comment bien l'utiliser, et donc savoir le doser finement. Comprendre ce qu'est aussi le conditionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans un contexte donné, on peut vivre du stress, euh, qui soit pertinent sur le moment ou pas, qui soit dans le contexte complètement décalé ou pas. Et comment se déconditionner si nécessaire, c'est-à-dire comment ne plus réagir, ne plus se déclencher du stress inutilement. Puis finalement, ben, acquérir des outils, en fait, des outils pour être serein et puis détendu au quotidien. Comment, par la discipline et comment par une certaine prise de recul et une certaine introspection, arriver à avoir vraiment une bonne qualité de vie, à limiter son stress inutile au maximum et à être serein. Le fait d'avoir payé cette formation vous donne droit à plusieurs choses. D'abord, me poser des questions par mail à l'adresse qui s'affiche. Donc, David Manis, tout attaché, plus stress@gmail.com. Vous pourrez aussi vous connecter au groupe Facebook secret Stress et gestion du stress, pour lequel vous pouvez me demander d'être abonné. Je ne vais pas vous abonner d'office, vous me demandez et je vous intègre au groupe. Aussi, vous pourrez assister aux échanges en live sur YouTube Live, qui devrait avoir lieu une fois par mois, selon la demande en fait, et qui vont être annoncés par mail sur le mail que vous avez fourni quand vous êtes abonné à cette vidéo. Et aussi, évidemment, vous allez recevoir un support de cours qui est un condensé en fait des contenus de la vidéo, sans tous les détails, mais qui va servir de base de prise de notes et de révision pour vous et puis aussi pour faire vos exercices. Ok, première partie, le stress c'est quoi? Qu'est-ce que le stress? Définition du stress et comment ça fonctionne. Alors d'abord il faut comprendre que le stress c'est une réaction physiologique du corps qui nous prépare soit à fuir, soit à combattre, ou alors qui nous prépare à la tétanie. La tétanie, en fait, l'immobilité complète, sert de camouflage pour les proies dans la nature. Et comme on a été aussi des proies autant que des prédateurs, on a câblé en nous la réaction de tétanie, donc d'immobilité complète, parce que l'immobilité, c'est le meilleur camouflage qui soit. Euh, Maintenant, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neurologique quand on vit du stress? Alors d'abord, les sens, que ce soit l'ouïe, l'odorat, la vue, peu importe, vont percevoir un stimulus. Un stimulus de danger, réel ou imaginaire.
Notre cortex préfrontal, qui est un peu notre banque de données et le lieu où on stocke les expériences de vie à nous et celles des autres aussi, va analyser en fait le stimulus sensoriel et le comparer à ce qu'il a en stock. De là, s'il considère que le stimulus représente un danger, il va envoyer un signal à l'amygdale cérébrale. Alors l'amygdale cérébrale, c'est une petite amygdale qui est située sur chacun des lobes du cerveau, dans les parties très profondes, proches du reptilien en fait, et qui est le centre de danger en fait, le centre de traitement des alertes dans notre cerveau. Et quand l'amygdale reçoit ce signal de danger en fait du cortex préfrontal ou du limbique, mais on y reviendra après, il va déclencher les fonctions physiologiques de stress. En gros, il appuie sur le bouton alerte, boum, et on déclenche une réaction de stress. Alors cette réaction de stress-là, elle implique plein de choses dans notre corps. Premièrement, déjà dans les premières secondes, au niveau neurologique pur en fait, nos vaisseaux sanguins périphériques vont se contracter, notre rythme cardiaque va s'accélérer très très fort, nos bronches vont se dilater, on va avoir une amplitude respiratoire qui augmente et on a tendance à beaucoup inspirer et à bloquer un peu dans les premières secondes notre inspiration avec les poumons pleins. Les pupilles vont se dilater de manière à faire rentrer plus d'informations et entre guillemets à mieux voir. Le signal nerveux qui est dirigé vers les muscles va augmenter en puissance de signal de manière à ce qu'on puisse contracter nos muscles beaucoup plus fort. Globalement, notre système va faire en sorte qu'on se concentre de manière complète sur la source du danger. C'est-à-dire qu'on va avoir des exclusions auditives, on va entendre que ce qui a lieu en rapport avec ce danger. Notre champ visuel va se refermer et focaliser sur le danger. C'est ce qu'on appelle la vision tunnel. De manière aussi à mourir moins souvent. L'évolution en fait nous a doté d'une espèce de fonction de marche ou crève dans ces moments-là, qui fait qu'on est très très porté à continuer une action en fait. Une fois qu'on a commencé une action, par exemple courir, on va avoir beaucoup de mal à changer de plan et à faire autre chose. De la même manière, si on a commencé une action qui est ne rien faire, ça va être très difficile de se mettre en mouvement. Donc on acquiert une sorte d'inertie mentale, d'inertie comportementale qui fait que c'est très difficile soit de se mettre en route ou soit de s'arrêter ou soit de changer de plan. C'est comme si on avait un train de marchandises en fait. Quand il est à l'arrêt, ben il est à l'arrêt. Quand il est lancé, il est lancé. Et puis pour changer d'aiguillage, c'est compliqué. Et de savoir, de connaître ce phénomène permet de le court-circuiter et de redevenir intelligent, comme on le verra plus tard. D'un point de vue neurologique aussi, on a une anesthésie. Le signal des nocicepteurs, donc des terminaisons nerveuses qui créent la douleur, est bloqué et nié en fait dans le système parce qu'on doit pouvoir continuer à fonctionner et ne pas tenir compte de la douleur même si on est blessé, même s'il y a un problème. Le but c'est de survivre, c'est plus de prendre soin de soi à ce moment-là pendant quelques secondes. Évidemment, toutes les fonctions qui sont inutiles pour survivre, comme la digestion, vont s'arrêter. Il peut y avoir une dilatation des sphincters aussi, et puis du coup des défécations, des choses comme ça dans les cas extrêmes, de manière à s'alléger en fait pour courir ou pour aller plus vite. Et puis un truc important, c'est que les amygdales cérébrales vont envoyer un signal au cortex préfrontal qui va lui dire cherche une autre source de danger. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on a été dans une situation périlleuse, peut-être qu'un train peut en cacher un autre, comme on dit, et donc on va être anxieux, on va être à la recherche d'autres sources de danger de manière instinctive pendant les minutes ou les heures qui suivent en fait une situation de stress. Et donc, ça va avoir des impacts en fait sur notre capacité à nous calmer ensuite. Et ça, il faudra en tenir compte. Maintenant, il y a une note importante.
À partir du moment où on est dans une situation de stress de survie, très souvent, il n'y a pas d'émotion. Vous connaissez le modèle du cerveau triunique avec 3 couches, avec le reptilien qui est au centre et qui gère les fonctions de survie les plus archaïques. Le limbique, ou le cerveau mammifère, qui se trouve en deuxième couche, où on a les émotions et la mémoire, et les mémoires teintées d'émotions. Et en dernier, la troisième couche, qui est la plus humaine, c'est le cortex, où se trouvent toutes nos fonctions plus fines, comme le langage, la logique, notre capacité d'analyse, etc. Il faut comprendre que dans l'ordre de hiérarchie et dans nos comportements, en fait, si le reptilien s'active, il domine complètement les autres étages du cerveau. C'est-à-dire que plus les couches sont profondément enfouies dans le cerveau, plus les fonctions sont archaïques, plus elles ont préséance sur les autres. Autrement dit, si je suis en stress de survie, j'ai aucune capacité à avoir des émotions ou à en percevoir. Je vais rien ressentir et je vais fonctionner exactement comme un crocodile en fait. Si mon limbique et mes émotions s'activent très fort, j'ai plus accès de la même manière que d'habitude à ma logique froide, à ma capacité d'analyse, à mon langage, à tout ça. Parce que le limbique étant plus profond que le cortex, c'est lui qui a préséance en fait sur les fonctions du cortex. Du coup, on voit souvent dans les histoires de survie les gens qui ont fait des choses qu'ils regrettent a posteriori, c'est-à-dire qu'ils ont posé des actes comme des crocodiles parce que leur système de survie s'est activé, et ensuite, en analysant ce qu'ils ont fait, les couches humaines et mammifères et les émotions et tout ça se mettent en branle et revisitent l'événement avec toutes les facultés qu'on a en temps normal. Et donc, souvent, on se juge durement, on critique ce qu'on a fait, on s'en veut, on culpabilise, et ça fait partie aussi du processus de guérison, en fait, ou de rétablissement après un événement de survie, que de comprendre qu'on a fait ce qu'il fallait pour survivre et que notre machine de survie s'est enclenchée un peu malgré nous. Maintenant, dans un stress de survie, si on arrive à se relâcher suffisamment, il peut émerger des phénomènes d'état modifié de conscience, qu'on appelle le flow, qui sont une espèce de super faculté que tous les humains ont en fait, et qui consiste à déconnecter le cortex préfrontal et à se reposer essentiellement sur un mode de fonctionnement complètement parallèle et complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. On va y revenir dans la prochaine partie, mais à savoir le flow et ce qui provoque ces états entre guillemets, super compétence. C'est dans ce genre d'état qu'on peut voir les événements se dérouler au ralenti, avoir le temps d'analyser 10 000 trucs sans avoir l'impression qu'il y a de limite à notre capacité de traitement de l'information. On va pouvoir créer des solutions complètement innovantes en une fraction de seconde. On va pouvoir bouger dans notre corps d'une manière complètement atypique et vraiment surprenante. On peut faire des choses dans ce genre d'état qu'on ne peut pas faire en fait en temps normal. Un peu comme dans Matrix quand tout se déroule au ralenti et puis qu'ils évitent les balles et qu'ils font plein de trucs. Cet état-là, en fait, on l'a en nous. Et il est question en fait d'avoir un stress intense dans un domaine de compétences où on est compétent, où on a entraîné des gestes, où on est déjà confiant dans nos capacités, où notre corps sait qu'il peut réagir, et de se relâcher en fait, d'arriver à diminuer son stress et à se détendre juste assez pour qu'on arrive à un point d'équilibre vraiment optimal de notre stress, et à ce moment-là, notre performance peut crever le plafond, comme on en reparlera un peu plus loin. Donc dans les premières secondes, le système nerveux, en fait, en une fraction de seconde, met en place toute une série d'adaptations pour le combat, la fuite ou la tétanie. Dans les secondes qui suivent, le système hormonal, en recevant l'ordre du système nerveux de déclencher tout ça, va se mettre à prendre le relais et à contribuer aussi, d'un point de vue physiologique, à ces 3 mécanismes de fuite, combat ou tétanie.
Alors évidemment, il y a l'adrénaline qu'on connaît. L'adrénaline est un super boost en fait pour notre métabolisme et va accélérer notre rythme cardiaque, dilater nos bronches, contracter nos vaisseaux sanguins périphériques encore plus, ce qui a pour effet d'amener du sang en fait à l'intérieur de nos grands groupes musculaires et de vider la peau en fait du sang qu'elle contient. Ce qui fait que si on se coupe, qu'on se fait mordre, qu'on se fait arracher un morceau de peau, ça va presque pas saigner en fait sur le moment parce que nos vaisseaux sanguins sont tellement contractés que on perd moins de sang. Il y a aussi, ça a aussi pour effet l'adrénaline d'augmenter la contractilité de nos fibres musculaires. Et donc avec un signal nerveux identique, on va contracter nos muscles plus fort. Donc on est plus fort. Les bronches se dilatent, l'amplitude respiratoire augmente, etc. etc. Deuxième point, deuxième hormone qui se met en branle dans un moment de stress important, c'est le cortisol. Alors le cortisol, c'est une des hormones de stress les plus puissantes. Elle est anti-inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle va arrêter notre système immunitaire et toutes ses fonctions. C'est aussi un antidouleur puissant, c'est un anesthésique puissant. Chose qu'on ne sait pas généralement, elle active la néoglucogénèse, c'est-à-dire qu'elle va booster notre production de glucose dans le corps en allant puiser notamment dans la masse musculaire, dans les fibres musculaires. Et donc elle va ordonner au foie et à tout notre corps en fait de produire du glucose et de libérer massivement du glucose dans notre corps. Ce qui a pour effet de nous donner de l'énergie en fait à très court terme et de manière brutale pour alimenter un effort important. Du coup, au vu de tout ça, on comprend que le stress change nos capacités en fait. Le stress va augmenter du coup notre capacité cardio-respiratoire, notre force musculaire pour la grande motricité. Il va augmenter notre niveau d'énergie disponible à un instant T pour une action brutale. Il va augmenter notre résistance à la douleur. Il va augmenter notre niaque, entre guillemets, notre capacité à y aller en mode ça passe ou ça casse. Et il va nous focaliser sur un seul danger. Il va augmenter notre concentration, mais réduire notre ouverture, notre champ de perception. Du coup, le stress diminue la capacité à percevoir le monde. Il diminue aussi notre dextérité fine, notre motricité fine. On peut plus facilement manipuler des petits objets ou mettre une clé dans une serrure ou un truc comme ça. Notre coordination plus fine va péricliter aussi. Arriver à un certain niveau de stress, sauf si on est très entraîné et qu'on a vraiment intégré des schémas moteurs très très profondément. Le stress nuit du coup aussi au relâchement musculaire et à la capacité à faire des mouvements fluides et détendus et souples. Ce qui peut être un problème quand on veut combattre parce qu'avec trop de tension musculaire, on se nuit, on se freine soi-même dans nos mouvements. Le stress diminue notre capacité à changer de plan, évidemment, à changer d'attitude, à changer de mode de fonctionnement, diminue notre capacité d'analyse, notre capacité de communiquer aussi, parce qu'on n'a plus accès aux fonctions fines du cortex, et donc on ne peut plus construire une phrase complexe ou exprimer clairement quelque chose. Il faut d'abord se calmer en fait, ou alors s'appuyer sur un entraînement vraiment précis et profond. Le stress de survie aussi annihile complètement notre capacité d'empathie, notre capacité à sentir des émotions. On n'a pas peur, on n'est pas en colère, on est juste en train de survivre en fait comme un crocodile, complètement froid. Et finalement, le stress de survie nous empêche d'apprendre en fait. Il court-circuite notre capacité d'apprentissage conscient. En revanche, il permet des conditionnements, c'est-à-dire qu'il va nous conditionner très fort, et quand on vit un stress de survie une fois dans un contexte, on va voir plus loin qu'on est conditionné ensuite et qu'il y a plein de déclencheurs qui vont s'associer dans ce contexte de stress et qui vont nous remettre dans le même contexte après, dans le même état de stress si on rencontre ces mêmes déclencheurs, même en dehors de toute situation de danger. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'on peut pas fonctionner de la même manière sous stress, en stress de survie, que dans la vie de tous les jours.
On ne peut pas être sensible et conscient de ses émotions alors qu'on est en train de se battre pour survivre. On peut pas communiquer clairement, on peut pas manipuler de petits objets, on peut pas en fait être en guillemets humain alors qu'on est en stress de survie. Et cet effet en fait cet effet qu'on appelle au SETS l'effet chimpanzé, il faut en tenir compte à la fois dans nos préparatifs, c'est-à-dire dans nos choix tactiques, dans nos choix de matériel, dans nos choix de protocole. Et, euh, et il faut en fait avoir l'humilité de reconnaître que sous stress, personne n'est intelligent, personne n'est subtil, personne n'est capable de finesse. Et que c'est l'entraînement longtemps à l'avant qui va nous permettre de réagir correctement le jour J. Et que les outils qui nous permettent de diminuer notre niveau de stress et de ramener un peu à la baisse notre niveau d'activation physiologique vont nous permettre de retrouver des capacités un petit peu et de trouver le juste milieu du stress, soit pour simplement fonctionner suffisamment ou alors toucher les états de flow dont on parlait tout à l'heure. Petit mot sur le flow. Le flow, c'est un état modifié de conscience. Donc une sorte de transe, en somme, qui permet des performances extrêmes. Dans un état de flow, on voit souvent les choses se dérouler au ralenti. On a une espèce de conscience hyper vaste de tout ce qui se passe autour de nous. On peut traiter plein d'informations en parallèle de manière quasiment instantanée. On a des souvenirs de lecture, de concepts, de trucs qui peuvent émerger pour nous trouver, nous sortir du problème. Et aussi le flow permet un apprentissage ultra accéléré et des pas de géant de compétences en fait très vite. Alors, les conditions d'émergence du flow en fait sont multiples. Ça va pas forcément arriver à chaque fois qu'on est dans une situation de stress, mais quand les conditions sont réunies, très souvent ça peut émerger. Alors, la première chose, c'est qu'il y a des gros enjeux. Typiquement, on va toucher du flow dans des moments où notre vie est en danger, en fait. Mais pas forcément. On peut toucher des états de flow légers quand on est en train de parler d'un sujet qui nous passionne ou quand on est en train de jouer aux échecs, par exemple. Il a tendance à émerger dans des environnements qui sont riches et qui sont complexes et imprévisibles. La nature, typiquement, est un endroit où on peut facilement toucher du flow, alors que dans des environnements qu'on connaît, c'est beaucoup plus difficile. Il émerge dans des situations où la difficulté qu'on rencontre est importante. C'est-à-dire qu'elle va être environ à 104% de nos capacités. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est compétent pour gérer un truc, et on a un truc un peu plus dur que ce qu'on peut gérer en temps normal. Il émerge beaucoup plus facilement quand on est présent et attentif à notre corps et à nos mouvements. C'est un truc plutôt corporel, plutôt lié à l'action physique qu'à l'action intellectuelle, mais ça peut aussi émerger de manière légèrement différente pour des concepts, pour des réflexions, pour des dialogues, des recherches scientifiques, peu importe. La créativité est toujours plus ou moins liée au flow et la vraie intelligence est beaucoup plus liée au flow qu'au mental ordinaire très linéaire. Et le flow, en fait, arrive très souvent quand on a un stress intense et qu'on se détend, qu'on se relâche dans l'action. Quand on accepte d'y aller et qu'on se détend en mode ok, j'ai pris la décision d'y aller et maintenant j'y vais, je m'implique vraiment corporellement, physiquement dans une action dangereuse avec des gros enjeux, dans un environnement imprévisible avec une tâche très difficile. Typiquement, c'est ces moments de pleine concentration qui vont permettre l'émergence du flow. Et c'est très addictif. Il faut comprendre que les gens qui ont touché une fois le flow en gardent déjà un bon souvenir et ont souvent tendance à reproduire l'expérience et à chercher à la reproduire, quitte à se mettre en danger pour le faire. Ça a été mon cas pendant des années. Je connais plein de gens, plein de vétérans, plein d'anciens videurs, plein d'anciens sportifs de haut niveau qui se mettent à faire des sports en guillemets extrêmes ou des trucs à risque pour toucher ces états de flow parce que c'est agréable et puis parce que ça devient même vraiment une fin en soi. Ça donne tellement de plaisir et ça nous nourrit tellement que ça donne un sens à la vie littéralement, quoi.
Et donc certains vont aller se mettre en danger pour le toucher. Chose à savoir, c'est qu'on peut toucher du flow par la méditation, on peut toucher du flow avec des techniques corporelles qui permettent de toucher ce genre d'état aussi, sans se mettre en danger. Donc si vous avez des questions là-dessus, on peut en discuter par mail ou sur le groupe Facebook. N'hésitez pas. Deuxième partie, le stress en situation d'urgence. L'objectif de cette partie, en fait, c'est d'acquérir des outils pour limiter le stress, juste assez pour avoir la pleine possession de ses moyens. Ça suppose d'avoir longtemps avant l'événement entraîné en fait des gestes qui vont nous permettre de survivre dans une situation donnée qu'on aura anticipée. Ceux qui pratiquent les arts martiaux ou la self-défense savent que ce qu'on répète plusieurs fois va s'exprimer en fait sous stress. Et ça va s'exprimer à la lettre près. C'est-à-dire que si j'entraîne un geste faux, sous stress le jour J, je vais reproduire ce geste faux sans réfléchir. C'est comme si on imprégnait notre système d'une série de réponses avec des schémas neuromusculaires intégrés, et qu'à force de les répéter, il devenait un peu plus spontané. Et donc, le stress augmentant, on va reproduire en fait de manière complètement automatique ces schémas en fait et ces gestes qu'on aura entraînés plusieurs fois. Du coup, pour avoir un minimum de compétences sous stress, il faut répéter des gestes et des gestes justes avec des protocoles en fait qu'on aura définis à l'avance qui vont pouvoir répondre à la plupart des situations de danger qu'on peut rencontrer. Typiquement en self-défense, on peut mettre en place des protocoles pour réagir de manière automatique avec une espèce de technique d'action immédiate qui va gérer 80 ou 90% des situations instantanément et qui nous ouvrira une fenêtre en fait de quelques secondes ensuite pour réfléchir et changer de plan. Peu importe le contexte, que ce soit dans le monde des premiers secours, dans l'armée, en tir de combat, en self-défense ou en conduite automobile, il y a des schémas en fait classiques de problèmes qu'on rencontre régulièrement et pour lesquels il y a des réponses qui sont quasiment universelles. Et c'est ces réponses-là en fait qu'on va essayer d'entraîner le mieux possible et le plus souvent possible de manière à avoir des compétences acquises qui ne demandent pas de réflexion en fait, parce que le jour J, la réflexion, on n'aura pas forcément accès. Une fois dans le feu de l'action, pour éviter de dépasser son stress et d'avoir un niveau de stress trop important, parce que comme on va le voir à l'écran, un peu de stress permet juste un peu de performance, beaucoup de stress mais pas trop, permet une performance optimale, et ensuite quand le stress continue d'augmenter, la performance diminue. Et là je parle du stress physiologique, je parle de l'activation physiologique. Du coup, pour arriver au milieu de la courbe et avoir une performance optimale, ce qu'il faut, c'est être capable de limiter son stress physiologique. Pour ça, il y a un truc universel qui a fait ses preuves depuis toujours, c'est la respiration. Alors j'explique. Notre système nerveux autonome, qui est responsable de l'activation physiologique dans les états de stress, est complètement couplé à notre système respiratoire et cardiaque. Et donc, quand on respire, quand on est stressé et qu'on respire spontanément sans faire attention, on a tendance à beaucoup plus inspirer et à bloquer notre respiration. Quand on est détendu, c'est l'inverse. Quand on est très détendu, on a une respiration qui est ample, qui est plutôt abdominale et qui va être facilement dans l'expiration. C'est-à-dire on va souffler longtemps et inspirer tranquillement et souffler longtemps. Alors ça marche dans un sens, c'est-à-dire que quand notre système est calme, il active notre respiration soit en mode j'inspire et je bloque, ou alors je me détends et je souffle. Mais l'inverse fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'on peut donner à notre système nerveux autonome l'ordre de se détendre et de désactiver les fonctions de stress en respirant de manière calme. Donc
En gros, il y a une pédale d'accélération avec la respiration et une pédale de frein pour notre activation physiologique. Si on veut s'activer du stress, par exemple pour se réveiller ou pour se mettre en mouvement, il suffit d'inspirer brutalement et de bloquer notre respiration plusieurs fois, comme ceci. En faisant juste ça 3 ou 4 fois, je sens déjà mon rythme cardiaque qui s'accélère, je sens que j'ai plus d'énergie et que je suis prêt à l'action beaucoup plus qu'il y a quelques secondes. À l'inverse, je peux me détendre volontairement en soufflant et en inspirant par le nez et en gonflant mon ventre de manière à bien activer mon nerf vague et mon diaphragme et souffler longtemps et lentement. Juste de faire ça, je sens déjà ma tension artérielle, mon rythme cardiaque, tout qui se détend en fait. Maintenant, dans le feu de l'action, c'est pas toujours possible ni souhaitable de respirer aussi lentement. Et donc, on va mettre en place ce qu'on appelle la respiration dite tactique. Une respiration tactique, c'est quoi? C'est une respiration où on va inspirer pendant un temps assez court, où on va bloquer notre respiration, même une fraction de seconde, et où on va insister sur l'expiration. Donc, même dans le feu de l'action, sans que personne me voie d'ailleurs, je peux très bien continuer à interagir, à me positionner, à commencer à préparer une action brutale, et à sentir que mon niveau de stress augmente, et me mettre à respirer de manière tactique, c'est-à-dire à retrouver mon juste milieu et ma zone de performance optimale. Et donc, je vais simplement inspirer, bloquer, et là, souffler. Souffler en détendant mes muscles volontairement, parce que la crispation musculaire est un vrai problème dans le feu de l'action aussi. Et donc de détendre volontairement mes muscles et de souffler va me permettre de retrouver ma motricité fine, ma vision périphérique, je vais sortir de l'exclusion auditive. Le fait de volontairement faire cette action aussi de respiration va me faire sortir du blocage et donc éviter la tétanie, qui n'est pas forcément une bonne idée quand on doit combattre. Je vais retrouver en fait mes facultés entre guillemets plus humaines et sortir du mode reptilien et de réflexes de survie basiques et primaires. Et c'est souvent une très bonne idée en fait, parce que nos réflexes et nos conditionnements ne sont pas forcément les meilleures solutions dans le feu de l'action, et de garder une marge de créativité, de garder une marge de relâchement, d'économiser son énergie aussi pour retrouver son champ de performance optimale, et ben c'est ce qui fonctionne le mieux en réalité. Parce que trop de stress tue le stress. Du coup, cette respiration tactique, on va la répéter au besoin. Si on n'est pas capable, ou si c'est pas possible dans le contexte d'inspirer, de bloquer et de souffler, on peut aussi simplement se concentrer sur l'expiration, c'est-à-dire en même temps qu'on combat, ou en même temps qu'on court, ou en même temps que peu importe, on va juste forcer l'expiration par la bouche. Donc juste, à des moments, dès qu'on y pense, dès qu'on a une seconde de répit, on souffle et on détend ses muscles. Et du coup, le simple fait de souffler comme ça envoie tout de suite un message au système nerveux autonome qui lui dit en gros, il faut appuyer un peu sur le frein et relâcher l'accélérateur pour retrouver une performance optimale. Et comme dans ce genre de contexte, d'avoir votre performance optimale va vous permettre de régler le problème normalement vite et bien, surtout si vous êtes entraîné avant, et bien le problème, j'espère, sera de courte durée et vous pourrez ensuite passer à la dernière étape qui est l'après. Après une action, qu'on soit victorieux ou pas, qu'on soit blessé ou pas, peu importe, c'est important de redescendre en fait en stress le plus vite possible, pour plusieurs raisons. Déjà, on va économiser de l'énergie pour le stress suivant, éventuellement, si ça doit recommencer. Et on va être moins traumatisé si on arrive à redescendre rapidement et à se retrouver vite en sécurité. Alors, quand je dis se retrouver en sécurité, c'est une sécurité objective, c'est-à-dire que si l'action est terminée, on va essayer de changer d'endroit et de se mettre vraiment à l'abri, objectivement. Et on va prendre un moment pour vérifier que d'abord on n'est pas blessé, et si c'est le cas, ben, faire ce qu'il faut pour se soigner, se stabiliser et rejoindre les secours. Deuxièmement, si on n'est pas en danger, on va objectivement chercher à vérifier qu'on est en sécurité.
Pourquoi? Parce que notre système de survie, il a besoin de vérifier qu'on est en sécurité pour se calmer. Et si on ne le fait pas, en fait, on reste toujours avec un doute. Et de ne pas avoir pris le temps de vérifier qu'on est bel et bien en sécurité empêche notre système de redescendre. Du coup, une fois qu'on a pu vérifier qu'on est en sécurité, on peut ensuite complètement utiliser le même système de respiration pour redescendre complètement en stress et se détendre. Suite à ça, psychologiquement, un truc important, ça va être de chercher à tirer les enseignements en fait, à chaud de ce qui s'est passé. On ne pourra pas tirer tous les enseignements, mais de faire la démarche d'acquérir de l'expérience dans ce contexte de survie va nous permettre d'éviter les traumatismes, ou en tout cas de les limiter bien souvent. Pourquoi? Parce que ces traumatismes-là sont un système de survie aussi. Ils sont un système qui vise à nous protéger des actions et des contextes similaires à ce qu'on a rencontré. Et donc de prendre un temps pour conscientiser ce qui s'est produit, de voir comment on aurait pu mieux réagir, de voir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment faire mieux la prochaine fois, permet en fait de court-circuiter un peu le système d'auto-apprentissage entre guillemets inconscient qui est le conditionnement qu'on va voir plus loin. Et donc de prendre le temps de tirer les enseignements est complètement utile déjà concrètement, mais aussi pour notre système et pour notre qualité de vie ensuite dans les mois et les années qui suivent. Dernier point, débriefer. Une fois à l'abri, une fois soigné, une fois au calme, de prendre le temps de raconter ce qui s'est passé en fait à un tiers de confiance qui n'est pas jugeant, un professionnel, un psychologue ou peu importe, pour redéployer et reformuler en fait dans notre cerveau ce qui s'est produit et le mettre, non pas, et le faire passer d'une place inconsciente à une place consciente pour avoir le temps de l'analyser, de le décortiquer et d'avoir le feedback de quelqu'un qui nous voit raconter ce qui s'est passé et ne pas nous juger et comprendre et entendre et continuer de rester en lien malgré ce qu'on a fait, malgré ce qui s'est produit, malgré les émotions qu'on a maintenant ou qu'on a eues à ce moment-là, etc. C'est très important pour d'abord prévenir les traumatismes et les syndromes de stress post-traumatique qu'on verra après, et pour les détecter et puis pour orienter en fait, pour vous orienter vers un spécialiste qui va vous permettre de gérer ces traumatismes-là vite et bien avant que ça devienne un problème. Ok, partie suivante, les conditionnements, les traumatismes, les phobies, le syndrome de stress post-traumatique, etc. Un conditionnement, c'est quoi? Un conditionnement, c'est un apprentissage inconscient. C'est en fait une association par notre système nerveux autonome, donc nos parties profondes et archaïques du cerveau, entre un stimulus sensoriel, par exemple une forme, un bruit, un animal, un contexte, et une réponse physiologique. On connaît tous l'exemple du chien de Pavlov qui entendait une clochette à chaque fois qu'il recevait sa gamelle et qui du coup salivait à l'approche de la gamelle. Et quand on a supprimé la gamelle et qu'on a continué à activer la clochette, il a continué à saliver parce que son système nerveux autonome avait associé le bruit de la clochette avec la nourriture et la réponse physiologique qui allait avec le bruit de la clochette et la gamelle. Pour nous, ça fonctionne exactement de la même manière. Quand, dans un contexte donné, avec un état physiologique donné, on est exposé à un stimulus, notre système nerveux autonome associe les deux. C'est-à-dire qu'il y a un stimulus qui déclenche ensuite une réponse qui était la même que celle dans le contexte où il a d'abord entendu ce stimulus. Donc, on peut se conditionner ou se déconditionner en associant un état physiologique avec un stimulus donné. Par exemple, si quand on passe du temps en opération extérieure et que à maintes reprises on entend des détonations et c'est lié à un état de stress, forcément parce que c'est très dangereux et qu'il y a des vrais risques, arriver à la maison des mois plus tard, on peut entendre un pétard
ou une boîte qui tombe par terre et qui fait un bruit qui ressemble à celui d'une détonation, et se retrouver instantanément dans un état physiologique de stress, de combat, et à réagir comme si on y était. On peut, de manière plus banale, et par empathie, donc par observation, surtout quand on est enfant en fait, voir par exemple notre mère avoir peur de l'eau ou peur des araignées ou peur de n'importe quoi, et en observant qu'elle a peur d'une araignée, intégrer le même conditionnement qu'elle, et du coup, entre guillemets, attraper sa phobie. De la même manière, on peut aussi voir les autres faire des choses qui nous font peur sans raison, par exemple nager, et se rendre compte qu'en fait c'est pas si dangereux que ça, et se détendre et arriver à associer l'eau avec un état de calme et se déconditionner d'une phobie de l'eau par exemple. Du coup, un traumatisme, c'est quoi? Eh ben, c'est un conditionnement à un stimulus qui va engendrer une réponse de stress important, qui va ou pas avoir des émotions associées. Souvent, il y a des émotions qui sont associées comme la peur. Il peut y avoir un état global d'anxiété qui est lié au fait d'avoir des déclencheurs réguliers et d'être activé régulièrement dans des états de stress, mais pas forcément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le traumatisme, en fait, va nous réactiver dans le quotidien et en dehors de tout contexte de danger, des réactions physiologiques de stress importantes. Souvent aussi, ça se fait sur des déclencheurs qui ont absolument rien à voir avec le danger. C'est complètement irrationnel. On peut, par exemple, subir une agression dans un contexte où on entend de la cornemuse, et dans les mois qui suivent, se mettre à stresser et avoir une réaction de stress important au son de la cornemuse. Et donc tous ces déclencheurs-là, qui sont omniprésents dans le quotidien et qu'on ne peut pas éviter, en fait, deviennent vraiment des sources de stress inutiles, et nous déclenchent des réactions souvent complètement décalées et difficiles à vivre, en fait. Et donc on parle de stress post-traumatique quand ce genre de déclencheurs-là nuisent à la qualité de vie au quotidien. On parle de syndrome de stress post-traumatique quand il commence à y avoir des comportements pour essayer de compenser et de gérer ces déclencheurs de stress quotidiens ou fréquents, et que ces mécanismes de compensation-là deviennent un problème. En systémie, on dit qu'un problème, en fait, c'est quand les solutions deviennent des problèmes. Ça, c'est un vrai problème. Donc, typiquement, ce qui se passe quand on a des multiples traumatismes et qu'on est déclenché et qu'on a des flashbacks au quotidien, qu'on a des montées de stress, de survie alors qu'on est en sécurité. Ce qui se passe typiquement, c'est que déjà on a une grosse perte d'estime de soi, on se demande pourquoi, on se demande qu'est-ce qui nous arrive. On va se mettre à éviter les zones où il y a des déclencheurs potentiels, et à éviter tout ce qui peut nous activer ce stress parce que c'est très désagréable et c'est usant en fait. On va se mettre à s'isoler des autres, s'isoler des groupes parce qu'on ne se sent pas compris, parce qu'on a honte, parce que pour plein de raisons. Et puis on peut commencer à consommer de l'alcool, des drogues, du sexe, tout ce qui va nous sortir en fait la tête de ces déclencheurs-là, de ces états de stress-là. Et du coup, forcément, la qualité du sommeil s'en ressent. Et on se retrouve très souvent à avoir des gens qui, à cause de ces déclencheurs de stress et de ces conditionnements traumatiques-là, deviennent alcooliques, deviennent dépressifs, deviennent épuisés, deviennent agressifs, ont du mal à fonctionner avec les autres, s'isolent et rentrent dans une spirale un peu infernale. Et donc, plutôt que de chercher à fuir ces déclencheurs-là et de pas se retrouver confronté à ces montées de stress inutiles, la solution, en fait, c'est de se déconditionner, c'est de consulter, en fait, quelqu'un qui va pouvoir
nous amener à être neutre ou en tout cas avoir des réactions moins importantes face aux déclencheurs qui jusque-là nous faisaient stresser. Euh, Typiquement, on ne peut pas penser assez fort pour se déconditionner de quelque chose. Ça ne fonctionne pas des étages supérieurs du cerveau vers l'intérieur. Il faut au contraire utiliser le corps et utiliser la physiologie en fait pour arriver à déconditionner ça de l'intérieur, par la voie physiologique. En fait. Donc typiquement, pour déconditionner ce genre de traumatisme ou même des choses plus banales, il existe plein de techniques aujourd'hui qui fonctionnent très bien, qui ont des résultats vraiment intéressants. Je vous en présente 4 qui sont celles que moi j'ai testées et qui ont bien fonctionné pour moi. Alors la première et la plus connue, c'est l'EMDR, qui est basée sur des mouvements oculaires en fait. Et ces mouvements oculaires empêchent de bloquer les émotions qui sont liées au souvenir d'un événement. Et donc, plutôt que d'éviter de se confronter au déclencheur, on va s'y jeter en fait pleinement. Et c'est éprouvant, c'est des séances qui sont dures, qui génèrent ce qu'on appelle une grosse abréaction, c'est-à-dire c'est une grosse libération émotionnelle qui fait du bien après, mais qui est quand même trash à vivre sur le moment. Et qui va permettre ensuite, une fois qu'on a traversé cette première vague-là, de se détendre et de se reconditionner correctement. Et donc d'avoir des niveaux de stress face à un déclencheur X, d'avoir des niveaux de stress qui diminuent brutalement. Le problème, c'est qu'il faut faire en gros une séance par déclencheur pour que ça fonctionne. Et si on en a 12 ou 15, ça fait 12 ou 15 séances qui sont chacune très éprouvantes et la qualité de vie en fait s'améliore petit à petit, mais il faut quand même quelques séances et donc quelques semaines et un bon budget pour arriver au bout. Mais ça fonctionne vraiment très bien et c'est durable, c'est-à-dire qu'on ne va pas se reconditionner tout de suite pour rien et ça fonctionne de manière assez transversale aussi, c'est-à-dire que notre niveau de stress moyen va diminuer à chaque séance. Deuxième outil qui a très bien fonctionné pour moi, c'est le TAT, T-A-T, pour Tapas Acupressure Technique. C'est une technique qui est à mi-chemin entre de l'acupression et de l'hypnose, je dirais. On va définir un espèce de protocole et d'intention générale pour un protocole de travailler sur un sujet précis. Et grâce à l'acupression qu'on peut se faire soi-même et à des phrases répétées régulièrement par la thérapeute ou le thérapeute, on utilise en fait notre inconscient pour se déconditionner. Et ça fonctionne très très bien pour les traumatismes assez anciens dont on n'a pas forcément le souvenir aussi. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle peut fonctionner de manière assez globale et sans abréaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de grosses réactions émotionnelles et de grosses sorties émotionnelles qui ont lieu. Donc c'est plus confortable, mais pour les gros traumatismes, c'est pas forcément aussi efficace que le MDR. En tout cas, pour moi, pour mon cas à moi et pour certaines autres personnes avec qui j'en ai parlé, ça marche bien pour les anciens traumas, pour les états anxieux généraux, etc., mais pas forcément pour un gros traumatisme particulier lié à un événement précis dont on a le souvenir. Troisième technique, c'est l'EFT, qui utilise des points d'acupression en fait pour détendre le stress et éliminer les émotions. Celui-là, c'est plus un outil de gestion quotidienne pour des états émotionnels qui vont être handicapants ou dérangeants. Moins utile pour les conditionnements et les traumatismes. Par contre, ça permet de pallier une montée émotionnelle à un instant T et de retrouver du calme et de passer en gros d'une activation trop importante du système limbique, de la calmer pour retrouver le contact avec notre partie humaine, le cortex, etc. Ensuite, les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, sont en fait un champ entier de la psychologie clinique
qui sont vraiment efficaces en fait pour régler et avoir des résultats concrets sur notre capacité à vivre bien les choses et à se déconditionner. Euh, elles sont plus pragmatiques que les branches comme la psychanalyse ou autre approche psychologique euh, parce que basées sur le résultat en fait. Euh, elles ont autant en psychanalyse, etc., on peut comprendre très bien pourquoi on va mal, mais continuer d'aller mal. Autant avec les techniques que je présente ici, on peut ne pas comprendre tellement pourquoi on va mal, mais aller bien. Ce qui offre de l'espace et de la sérénité pour aller faire une psychanalyse après et comprendre pourquoi on allait mal et comprendre pourquoi aujourd'hui on va bien. Voilà. Le... Pour ce qui est pour ce qui est des petits stress inutiles, comme les phobies, comme les peurs non fondées, comme les conditionnements sociaux divers. En fait, il faut comprendre que les émotions qu'on ressent, par exemple, par rapport à un contexte social, par rapport à la présence d'une araignée, par rapport à n'importe quelle phobie ou autre, sont aussi des conditionnements. Et qu'on peut complètement utiliser les systèmes ici de déconditionnement pour se libérer d'une peur de parler en public, de la pression sociale, d'avoir la belle robe au mariage, peu importe le problème. Et on peut le faire soi-même. Alors, j'explique vite fait la mécanique pour se déconditionner soi-même à quelque chose. Eh ben, il s'agit de s'exposer, alors évidemment sans se mettre en danger, de s'exposer de manière safe à un stimulus qui nous fait peur, qui nous met en colère ou qui active une réaction physiologique quelconque. Par exemple, si on a une phobie des araignées, on peut prendre une araignée et la mettre dans un bocal ou demander à quelqu'un de le faire et mettre le bocal complètement à l'autre bout de la pièce. Et en observant l'araignée enfermée dans son bocal, qui est absolument pas une araignée dangereuse évidemment, qui active notre stress légèrement, on va se détendre, on va utiliser de la respiration lente, des techniques de relaxation, peu importe ce qui fonctionne pour vous, et on va associer le calme physiologique qu'on ressent grâce à la relaxation, respiration, etc., avec le stimulus araignée dans son bocal à l'autre bout de la pièce. Et là, on va voir que la réponse physiologique liée aux araignées va descendre de quelques degrés. Ensuite, on peut, quelques jours ou quelques semaines après, prendre l'araignée dans le bocal dans sa main, ce qui va faire monter le stress un peu plus. Et là, pareil, on se détend, on se relâche, on respire, etc., jusqu'à ce que le niveau de stress soit arrivé à zéro. Ensuite, l'étape d'après, par exemple, ça peut être de prendre l'araignée, de la sortir de son bocal et de la mettre à l'autre bout de la pièce. Et là, on observe l'araignée qui se balade et on se détend de la même manière, et ainsi de suite, jusqu'à carrément pouvoir avoir l'araignée sur sa main et se détendre et se rendre compte qu'en fait l'araignée n'est pas dangereuse et qu'il n'y a pas de problème, et de voir notre système nerveux autonome ne plus s'activer du stress pour une petite araignée qui n'est pas dangereuse. Ce genre de système fonctionne tellement bien qu'on peut très bien se désensibiliser et se déconditionner à des choses dangereuses. Donc il faut manier ce genre d'outils avec soin, évidemment. On peut très bien se déstresser et ne plus avoir peur des migales, par exemple, et faire des conneries avec des choses vraiment dangereuses, parce qu'on va déconditionner notre réponse émotionnelle et notre niveau de stress. Du coup, à manier avec précaution, mais ça fonctionne. Idéalement, le faire avec un professionnel, c'est idéal pour les trucs qui sont lourds ou les trucs qui sont liés à des choses dangereuses. Et pour les petites choses du quotidien, comme l'énervement dans une file d'attente, eh bien, on peut soi-même se déconditionner et volontairement se détendre en respirant alors qu'on est dans la file d'attente et physiologiquement redescendre en intensité et associer ce genre d'événement banal avec du calme, avec de la sérénité et avec n'importe quelle autre émotion qu'on peut se générer en fait par le simple fait d'être content de faire ça, d'être fier de soi, etc. Maintenant, pour être serein au quotidien, il faut comprendre que notre système limbique et notre système reptilien font aucune différence
entre ce qui est perçu du monde extérieur par nos sens et notre imagination. Concrètement, si on imagine un truc stressant, notre système de survie, notre système reptilien va réagir exactement de la même manière que si c'était réel. Du coup, la manière dont on maîtrise notre mental et les pensées qu'on génère et qu'on accepte de laisser émerger en nous et sur lesquelles on se concentre ont un impact vraiment réel sur notre niveau de stress physiologique. Du coup, une manière d'être serein au quotidien, ben, c'est d'identifier les facteurs en fait de stress qui sont dans notre environnement, mais qui sont aussi dans notre mental, et de les gérer. Alors, les gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit pouvoir les changer, c'est-à-dire pouvoir contrôler le monde et se mettre à l'écart et se protéger des déclencheurs de stress. Mais pour plein de ces déclencheurs-là, c'est pas possible. Et donc, comment on va faire? Ben, on va essayer d'agir sur notre réaction en fait à ces déclencheurs-là, de manière à pouvoir y être exposé sans que ça déclenche du stress. C'est la vieille parabole bouddhiste qui racontait l'histoire d'un roi qui avait mal aux pieds quand il marchait dans son royaume et qui a demandé à un de ses généraux de tapisser tout son royaume de cuir. Et voyant l'ampleur du chantier, le mec lui a proposé de éventuellement se coller des semelles en cuir sous les pieds de manière à ce que ça soit moins coûteux, quoi. Et donc l'idée c'est un peu la même, c'est que comme on peut pas contrôler le monde entier, comme on peut pas empêcher le stress d'exister et les déclencheurs de stress d'exister, eh ben on va essayer de faire en sorte de ne pas soi-même se générer du stress et de ne pas se déclencher du stress inutilement. Pour faire ça, eh ben, il faut déjà identifier ce qui nous déclenche du stress. Donc prendre un temps de mise en conscience en fait pour voir ce qui nous déclenche du stress ou des émotions désagréables. Ça peut être des traumatismes qui sont pas gérés, qui sont pas traités ni déconditionnés. Ça peut être des trucs liés à la petite enfance, des abandons, des maltraitances, des négligences ou peu importe, dont on n'a peut-être même pas le souvenir. Ça peut être des conditionnements sociaux qui sont lourds et qui nous mettent dans des conflits de loyauté, dans des stress d'appartenance ou peu importe. L'idée en fait c'est de voir comment ça fonctionne en nous, comment un déclencheur donné va faire émerger une émotion ou un stress et de voir d'où ça vient, voir comment ça se tricote, comment ça se fabrique en nous en fait. Sur cette base-là, eh ben, on va pouvoir du coup identifier ce qu'on peut changer et ce qu'on peut pas changer. Et on va essayer au final de devenir le plus adaptable possible et le moins stressable possible en déconditionnant tout ce qui peut l'être et tout ce qui est sain de déconditionner. La limite, évidemment, c'est une limite qui est très personnelle. Et on va placer le curseur en fait de notre déconditionnement à un endroit qui nous convient à nous en fonction de ce qu'on peut attendre de notre environnement, de notre boulot, de notre famille, de notre contexte de vie en fait. Et on va essayer aussi de respecter des besoins de base de l'humain chez nous. C'est-à-dire on va essayer de ne pas s'adapter à des choses qui ne sont pas souhaitables, auxquelles il ne serait pas souhaitable de s'adapter. Par exemple, il n'est pas forcément souhaitable de s'adapter et de se déconditionner à se faire taper tous les jours par son conjoint ou de subir des maltraitances de la part de son patron, quoi. Maintenant, pour plein d'autres choses plus anodines, on peut très bien avoir des réactions disproportionnées et se déconditionner et s'habituer à se détendre et à ne pas nourrir en fait les pensées qui sont anxiogènes pour nous aussi, de manière à retrouver une sérénité beaucoup plus importante. Du coup, dans un contexte ou à un instant T, on peut utiliser un équivalent de la respiration tactique qu'on a vu plus tôt,
qui est la respiration 4-4-8. 4-4-8, c'est quoi? C'est j'inspire pendant 4 secondes, donc je bloque pendant 4 secondes, et ensuite je vais souffler pendant 8 secondes. L'idée ici étant d'utiliser toujours la respiration pour apaiser son niveau de stress physiologique, et du coup ça va détendre aussi les émotions, et ça va nous permettre de reprendre une posture plus active dans la gestion de notre état intérieur en fait. Cette respiration 4-4-8, elle est très très efficace en situation de stress, mais aussi juste pour gérer une émotion importante et l'apaiser. On peut visualiser, même si c'est pas vrai, on peut visualiser que l'émotion sort par notre bouche quand on souffle, ce qui va avoir tendance à nous calmer au niveau émotionnel également. Et ce genre de respiration d'urgence pour gérer une grosse émotion fonctionne super bien. On peut l'utiliser même sans que ce soit visible en fait de l'extérieur. Très silencieusement, là je l'ai fait un peu de manière exagérée pour vous montrer, mais l'idée c'est que ça se fait de manière complètement transparente pour la personne en face. Maintenant, on a vu plus tôt que notre amygdale peut déclencher dans notre cerveau un signal vers le cortex préfrontal qui consiste à lui demander de chercher des sources de danger. C'est-à-dire que quand on est stressé, notre cerveau a tendance à chercher d'autres sources de stress dans notre environnement, mais aussi, comme on est des primates vachement évolués, on est capable de chercher des sources de stress dans notre imagination. Aussi dans notre mémoire, mais dans notre imagination. Et donc, à partir du moment où on a été stressé, notre cerveau va se mettre à fabriquer du stress, littéralement. C'est-à-dire qu'il va aller chercher dans son imaginaire tout ce qui pourrait être dangereux. Et comme notre système reptilien fait aucune différence entre ce qu'on imagine et la réalité, les scénarios qu'on peut se créer suite à un épisode de stress vont nous stresser aussi, et ça fait vraiment un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on se stresse, notre système, notre cortex préfrontal et nos centres de créativité et d'imagination vont se mettre en branle et fabriquer des scénarios, des potentiels stress. Et sur cette base-là, ça nous réactive du stress et la boucle se boucle comme ça. Et ça fait le petit vélo dans la tête à 3h du matin où on s'imagine tout ce qui peut nous arriver de pire et où on n'est pas bien en fait. Alors, ce genre de boucle, on peut l'attaquer et la couper de deux manières différentes. La première, ça va être de détendre physiologiquement en utilisant la respiration notre amygdale et lui envoyer un signal où on lui dit en gros stop, ça va. Donc on va respirer de manière lente et calme avec une respiration abdominale. On peut faire la respiration 4-4-8 ou des versions encore plus longues où on va encore plus insister sur l'expiration de manière à vraiment détendre physiologiquement tout le système nerveux et désactiver ce signal de recherche de danger dans notre cerveau. On peut aussi, une fois qu'on est suffisamment calmé, on peut aussi se focaliser notre attention sur un truc. C'est toutes les techniques en fait de méditation et de pleine conscience qui peuvent consister à se concentrer sur sa respiration, comme on le fait déjà pour se calmer physiologiquement. Du coup, on peut faire d'une pierre deux coups. Mais on peut aussi simplement concentrer sa vision sur un seul point, par exemple fixer un point sur le mur, et s'obliger à chaque fois qu'on pense à quelque chose d'autre que ce point, d'y revenir. Toutes les techniques de méditation, qu'elles soient statiques, qu'elles soient en mouvement, qu'elles soient en posture assise, debout, couché, peu importe, sont toutes basées en gros dans les premières étapes sur la focalisation de l'attention sur un point. Et de s'entraîner à focaliser son attention sur un point, déjà désactive toute la génération de stress dans notre cerveau et va couper l'herbe sous le pied à tout le système. Ça nous entraîne en fait à ne pas laisser notre pensée, nos pensées automatiques, mener la barque en fait.
Ça fait qu'on pense de manière beaucoup plus consciente et de manière beaucoup moins automatique. Parce que notre cerveau, en fait, est une machine à fabriquer des pensées. Et à chaque fois qu'on le laisse, entre guillemets, libre, ben, il génère des pensées de manière plus ou moins aléatoire, en faisant des liens, des associations, etc. Et, euh, et ça, pour une personne anxieuse, peut être en soi une source de stress, parce qu'elle va aller tout de suite faire des associations avec des choses anxiogènes. Du coup, de maîtriser son mental et de se forcer et de s'entraîner à penser à ce qu'on choisit, de penser volontairement en fait, permet vraiment de diminuer notre niveau de stress moyen, d'avoir déjà une qualité de concentration et d'attention qui est plus grande, mais aussi d'éviter tous les parasites et toutes les pensées, les scénarios et les scénarios catastrophes qu'on peut se fabriquer qui vont nous générer du stress inutilement. Au moment où on commence à maîtriser ces techniques de focalisation de l'attention-là, on peut se prendre en flag de commencer à penser à quelque chose qui nous stresse et décider volontairement, sciemment, de penser à autre chose. Et du coup, la réaction physiologique va s'éteindre d'elle-même et ça permet de couper l'herbe sous le pied à la spirale infernale du petit vélo dans la tête à 3h du matin dont on parlait juste avant, quoi. Euh, Autre point super important et super efficace, eh ben, c'est d'utiliser le langage de manière précautionneuse et de fabriquer en fait des images mentales qui soient apaisantes et qui soient positives. Par exemple, si on voit un enfant qui est en train de grimper sur un truc dans un parc, un jardin d'enfants, et qu'on a peur, eh ben on peut crier dessus et lui dire fais pas ça, tu vas tomber, par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe quand un enfant reçoit cette phrase-là, fais pas ça, tu vas tomber? Eh ben il imagine, en fait, l'image mentale que ça crée, c'est qu'il tombe, en fait. Et cette image mentale-là, elle est stressante pour lui, et ça va fabriquer, en fait, du stress qui est pas forcément ce qu'on souhaite, et qui est pas forcément utile pour l'empêcher de tomber, d'ailleurs. Si, à contrario, on dit tiens-toi bien, ou alors garde toujours 3 points d'appui quand tu grimpes, ou alors même sois prudent, et ben ça lui donne directement une solution pour éviter de tomber. Ça le concentre sur l'action qu'il doit faire pour ne pas tomber. Ça lui donne aussi une image mentale où il est en train de réussir à ne pas tomber et en train de réussir à grimper de manière sûre. Et donc, dans le vécu de cet enfant, les deux phrases sont complètement différentes en fait. Ça va générer complètement deux réalités différentes. Et le risque qui tombe quand on lui dit tiens-toi bien ou garde toujours 3 points d'appui, en réalité est plus faible que si on lui dit fais pas ça, tu vas tomber, parce qu'il va probablement stresser inutilement et pas avoir de solution pour y arriver et peut-être faire une erreur qui va faire qu'il va tomber. Et donc, la manière dont on parle, la manière dont on formule verbalement la réalité a un impact énorme sur nos images mentales et donc sur nos réactions physiologiques. Si on se dit, j'en sais rien, ce passage-là dans la montagne est méga dangereux, il va falloir, on n'a pas droit à l'erreur, on risque grave de se planter et de se tuer dans d'atroces souffrances. Enfin, vous voyez l'idée. Si on communique comme ça et si on se dit ça à soi-même, ben on a des images de personnes qui glissent et qui se fracassent sur des rochers, on a des images d'accidents, on a des images de trucs dramatiques. Et si, à l'inverse, on se dit il faudrait être très prudent dans ce passage, ou alors on aura intérêt à y aller doucement, parce que je sais pas quoi, bref. Si on formule les choses en termes de solution, en fait, on crée une image mentale
des solutions mises en pratique et du coup de la réussite. Et ça conditionne déjà notre physiologie et notre manière d'interagir avec ce passage montagneux-là qui est difficile ou dangereux, complètement différemment de si on se visualise en train de glisser et de tomber. Au niveau des neurotransmetteurs, ce ne sera pas du tout pareil. Il y a beaucoup plus de chances que notre cerveau et notre corps se préparent à poser les bons gestes si on visualise les bons gestes que si on visualise un truc dramatique. Et donc, dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. On peut dire il faut que je me lève, fais chier, nanana, ou alors on peut se dire je vais me lever ou je veux me lever pour faire ce truc et se rajouter en parenthèse parce que ça va être utile pour faire ci ou ça. De tourner ces phrases d'utiliser le langage de manière à générer des bonnes images mentales et une bonne motivation fonctionne vraiment bien, à la fois pour se donner de l'énergie, mais aussi pour éviter d'en perdre par du stress inutile. Ensuite, toutes les techniques de pleine conscience peuvent être appliquées aussi pour mettre de l'attention sur les moments qui sont positifs. Et quand on nourrit avec notre attention un sentiment positif, de la gratitude, de la joie, de la réussite ou peu importe, quand on porte son attention sur ces choses-là, au niveau neurologique, on renforce les connexions synaptiques qui sont en rapport avec ça. Quand on sourit, de la même manière, notre cerveau produit des neurotransmetteurs liés à la joie. Autant que quand on a ces neurotransmetteurs dans le cerveau, on a tendance à sourire. C'est exactement pareil que la respiration et le stress. Il suffit de sourire pour se sentir plus joyeux, il suffit de tirer la gueule pour se sentir plus triste ou plus irrité. Et donc de volontairement et sciemment mettre de l'attention sur les aspects positifs de notre vie, et donc de rediriger cette attention-là, cette énergie-là, des endroits stressants et dérangeants vers les endroits positifs, nous donne réellement en fait un vécu plus positif et plus agréable. Donc de pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire d'être attentif et focalisé, et de focaliser son attention sur ce qu'on fait, nous entraîne aussi à focaliser notre attention sur ce qu'on vit et de choisir ce sur quoi on porte notre attention. Résultat des courses, on peut, si on veut, et c'est tout à fait possible, on peut s'amuser à tester pendant quelques heures de se focaliser sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui est chiant, tout ce qui est stressant, tout ce qui est désagréable, et on va se rendre compte après quelques minutes ou quelques heures que notre vécu et notre émotion et notre ambiance intérieure va se détériorer très très vite et on devient malheureux. Vraiment. Et à l'inverse, si pendant quelques heures on fait exprès de se focaliser sur tout ce qui va bien, de se dire des phrases positives, de voir les belles choses, notre vécu intérieur devient super agréable, joyeux, détendu et tout ce qu'on veut. On peut, comme le disait Paul Václavic, fabriquer nous-mêmes notre malheur. Et c'est une question vraiment de comment on formule les choses et de où on porte notre attention. Et dans le quotidien, en fait, ça fonctionne vraiment concrètement. Ça fonctionne d'autant plus que quand on porte son attention et qu'on met son énergie sur les solutions et sur ce qu'il faut faire pour que ça aille bien, on le fait, en fait, et du coup, ça va bien. Donc ça crée une spirale positive, ça crée un cercle vertueux qui fait que concrètement, ça va mieux. Parce que c'est peut-être évident, mais une des super bonnes manières de gérer son stress, c'est de régler les problèmes qui nous stressent. On a tendance à l'oublier, mais ça marche. Donc l'idée vraiment pour gérer son stress au quotidien et être serein au quotidien, c'est de faire de l'introspection et d'identifier les endroits où ça accroche, de se déconditionner, de se détendre, de dompter son mental et de porter son attention sur des choses neutres ou sur des choses positives, de réapprendre à respirer et de relativiser aussi. C'est un peu le dernier point que j'ai envie d'aborder dans ce dossier. De relativiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire de se rendre compte qu'on n'a pas prise sur tout, on peut pas influencer le monde entier. Et le fameux lâcher prise dont on parle toujours,
C'est pas de tout lâcher et de laisser faire la vie sans intervenir. Le vrai lâcher prise, en fait, ça consiste à se concentrer sur notre sphère d'influence, c'est-à-dire de mettre de l'énergie uniquement sur les choses qu'on peut changer et sur lesquelles on a prise, et de lâcher le reste de fait. Donc, lâcher prise, en réalité, c'est prendre prise sur ce sur quoi on a de l'influence. Et du coup, de régler les problèmes, et du coup, aussi de voir notre posture et de voir comment on interagit, nous, avec le monde, et comment on réagit, et à quel endroit on met notre attention. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment prise. On a vraiment prise sur nous-mêmes, en réalité, surtout par l'entraînement et la discipline qu'on peut mettre en place. Du coup, dernier outil pour une qualité et une sérénité au quotidien, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, elle utilise simplement un phénomène qui veut que quand on est détendu et quand on est bien, notre rythme cardiaque se cale sur notre respiration. Il va avoir tendance à diminuer au moment où on expire et à augmenter légèrement au moment où on inspire. Résultat des courses, quand on est en cohérence cardiaque, notre rythme cardiaque suit complètement le rythme respiratoire. Et quand on est stressé, quand on est en stress chronique, notre rythme cardiaque, il est toujours un petit peu élevé et il fluctue très très peu avec la respiration. Et donc on peut se remettre volontairement en cohérence cardiaque en utilisant des applications comme Cardia, que vous voyez là en médaillon. C'est une capture d'écran de mon téléphone. C'est une application gratuite qui fonctionne sous Android ou iOS. Dont toutes les fonctions gratuites suffisent largement pour travailler. Après, il y a la version payante, mais elle n'est pas forcément indispensable. L'idée, c'est de respirer en même temps que la sphère, et donc d'inspirer quand la sphère grossit et de souffler quand la sphère diminue. Ce qui nous permet de nous caler sur un rythme de 6 à 5 respirations par minute. Donc, quand je dis une respiration, c'est une inspiration et une expiration. C'est un cycle complet. Ça a pour effet, si on fait ça pendant plus de 3 minutes, de caler notre rythme cardiaque sur notre respiration, donc de se mettre en cohérence cardiaque. Et ça nous détend, en fait, physiologiquement. Et du coup, ça a pour effet de court-circuiter toutes les spirales infernales qui prennent naissance dans l'amygdale et de nous détendre vraiment. Ça a une durée de vie, entre guillemets, de 5 heures. Donc, il faut reproduire refaire l'exercice toutes les 5 heures environ pour que ça soit vraiment efficace dans la durée. Donc, typiquement, on le fait le matin, le midi et le soir, et ça fonctionne super bien. Et ça peut être l'occasion en même temps de faire un peu de pleine conscience, donc de se concentrer et de focaliser son attention sur la respiration, ce qui fait que ça fait le double effet qui se coule. On est à la fois en train de calmer notre physiologie et à la fois en train de calmer notre mental en se concentrant sur la respiration. Et de faire ça 3 fois par jour, plus de prendre un temps tous les soirs pour voir un peu les émotions fortes de la journée et voir comment elles se sont déclenchées, qu'est-ce qui a été l'enjeu, qu'est-ce qui a été le déclencheur et d'où ça vient, et d'essayer de creuser pourquoi et comment, nous permet d'avoir une vraie sérénité, en fait, parce que petit à petit on règle des problèmes, on se déconditionne à des endroits, on met notre attention au bon endroit et on gère notre état intérieur un peu à volonté, en fait. Et donc, on peut se mettre dans des dispositions plus agréables, plus performantes aussi, si on le souhaite. Voilà, c'est tout. J'espère que ça a été agréable pour vous de suivre cette petite formation, que ça vous sera utile. Alors, pour mémoire, vous avez la possibilité de poser des questions par mail sur l'adresse davidmaniz, tout attaché, plus gmail.com, plus stress@gmail.com. Pardon. Vous avez la possibilité de me demander par mail d'être inscrit au groupe Facebook secret Stress et Gestion du Stress, où vous pourrez discuter avec les autres participants, me poser des questions également, etc. Vous avez accès aux sessions live sur YouTube, dont j'annoncerai les dates par mail sur le mail que vous avez indiqué pour votre inscription. Ça sera environ une fois par mois selon la demande.
Je suis évidemment preneur de tout feedback. C'est la première formation vidéo que je fais sous ce format-là, montée, etc. Donc j'aimerais savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce qui peut être amélioré. Et je suis preneur de tout critique constructive et aussi les tomates pourries, ça va aussi. Voilà, merci à tous d'avoir participé et je vous dis à bientôt.